Midi 13h. Débat première. Pierre-Yves Megens. Et dans Débat première, aujourd'hui, on s'interroge, faut-il sensibiliser au climat par la culpabilité ? Demain, vous le savez, c'est la grève pour le climat au niveau mondial. Et les élèves, notamment flamands, devraient être encore plus nombreux à se mobiliser pour le climat, de gré ou même de force, puisque de nombreuses écoles flamandes obligeront leurs élèves à y participer à titre pédagogique, à titre de formation, à titre d'activité extrascolaire. On va donc se poser aujourd'hui la question de l'engagement. En Suède, un mouvement a vu le jour récemment avec un hashtag, vous savez, ces mots-clés qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, et le hashtag c'est Flaxskam, comprenez en suédois la honte de prendre l'avion, une manière de faire pression. Alors faut-il sensibiliser justement le public par la culpabilité pour engager les gens à mieux se comporter face au changement climatique ? En studio aujourd'hui pour en parler depuis nos studios de Charleroi, Olivier Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de formation, auteur aussi d'un livre sur la construction sociale de la figure du génie. Et puis avec vous, on va s'intéresser à la question un peu philosophique de la chose, de l'engagement, de la culpabilité justement pour faire bouger les lignes. Et avec nous en studio, Félicien Bogaerts, bonjour. Bonjour. Vous êtes initiateur de la marche pour le climat ici en Belgique. Vous êtes cofondateur aussi de deux chaînes sur Internet, le Billet Vert et JTR, deux chaînes justement qui sensibilisent les gens à la question climatique, aussi au comportement à adopter. On va donc en débattre pour commencer. Si on pose la question de la culpabilité justement, Olivier Marchal, aujourd'hui, c'est que plusieurs mouvements utilisent notamment ce stratagème, si l'on peut dire comme ça, pour essayer de conscientiser les gens, mais les rendant coupables, entre guillemets, par rapport à leur comportement face au changement climatique. Est-ce que c'est efficace, la culpabilité, pour initier le changement, d'après vous ? Alors, en situation d'urgence, ça peut l'être. En tout cas, il ne faut pas s'indigner, à mon avis, de ce genre de pratique, sachant que le monde politique le pratique. Moi, j'ai plein d'exemples d'Emmanuel Macron qui balance publiquement 5 grosses entreprises qui ne payent pas leurs fournisseurs. Xavier Darcos, en France, a utilisé la même chose en publiant des classements d'entreprises qui ne prenaient pas en compte le stress. Et puis, tout le monde associatif a aussi l'habitude de nommer des comportements. Mais c'est souvent face à des grandes entreprises ou face à des lobbies et plus rarement face à des comportements individuels. Moi, ce que j'insiste vraiment bien, c'est qu'il ne faut pas confondre le sentiment de culpabilité qui met dans l'inconfort une personne et le statut de culpabilité qui est un statut judiciaire qui est qu'on est coupable et qu'on est responsable d'un acte qu'on a commis. Et après, je pense qu'on pourra discuter sur cette très grande difficulté de nommer un acte avec des conséquences, en particulier climatiques, mais qui ont lieu dans 25 ans. Alors on parlera évidemment, là-dessus tout à l'heure. On parlera évidemment des conséquences et des responsabilités dans la deuxième partie de ce débat. Mais ici, quand on parle de culpabilité, c'est vrai qu'il y a le côté coupable au sens légal, pénal du terme. Ici, on s'intéresse plutôt au sentiment de culpabilité, comme vous l'avez évoqué, quand on voit ce mouvement, notamment que je citais en exemple, le mouvement Flaxskam en Suède, donc honte de prendre l'avion, le Flying Shame Movement. Est-ce que c'est une des façons qui permet aux gens de prendre conscience, d'après vous, de certains de leurs comportements ? À partir du moment où il y a un lien entre un comportement et un acte et ses conséquences, c'est une manière de faire, une manière collective. Ça prouve quand même, à mon avis, en tant que sociologue, la faillite de nos liens communautaires. C'est-à-dire que normalement, celui qui régule les comportements et à qui on fait confiance pour ça, c'est l'État, ses organisations et la justice, et ses normes et ses lois. Et donc à partir du moment, c'est normal aussi que quand une nouvelle question apparaît et que cette question n'est pas encore intégrée dans la régulation normative et dans les lois, c'est un moment charnière et ça peut être un moment de pression. On l'a vu avec hashtag Balance ton port, on a quand même vu que les lignes ont vraiment bougé, c'était nécessaire, il était temps, et peut-être que si on n'était pas passé par là, par ce shame, on n'y serait pas arrivé. Alors Félicien Bogaerts, shame, honte, ce mot, on le retrouve dans plusieurs combats, plusieurs mouvements. C'est efficace d'après vous pour initier le changement ? Pour moi, la réponse est claire, non. En tout cas, cette communication autour de l'écologie a produit ses effets, et on s'en rend compte, ça fait 30 ans qu'on dit à tout le monde qu'il faut faire des petits efforts, qu'il faut changer dans nos habitudes pour être à la hauteur de ces enjeux-là. On se rend compte aujourd'hui qu'en Belgique, par exemple, plus de 80% des déchets produits le sont par les secteurs industriels et de la construction. Dans le reste du monde, seulement 100 entreprises sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler sérieusement de la crise climatique, de la préservation de la biodiversité, de la fonte du permafrost, de tous ces sujets qui nous pressent aujourd'hui. On ne peut pas en parler sérieusement sans remettre en question l'ensemble du système dans lequel on est et duquel on n'est pas responsable. On en est des produits. On est né les deux pieds et la tête dedans. Donc ça, déjà, il faut quelque part s'en déculpabiliser. C'est comme ça. C'est notre condition de départ. Donc il faut tenter de s'en
s'émanciper en fonction de ses moyens, je pense. C'est une question de dignité. Donc le fait de faire, comme on dit, la part du colibri et de faire chacun des efforts au niveau individuel, pour moi, c'est aujourd'hui la moindre des choses. C'est devenu presque une évidence et chacun, en fonction de ses moyens, se doit quelque part de le faire. Comme disait Paul Watson, c'est le loyer qu'on paye pour vivre sur la planète. Mais on ne peut pas parler sérieusement de ce sujet-là aujourd'hui sans remettre en question notre système économique, le capitalisme, et toutes ces injonctions à la consommation qui sont aujourd'hui permanentes de notre société. Mais est-ce que ce côté coupable au niveau sentiment, justement, de soit trop consommer, soit trop prendre l'avion, enfin bref, les exemples sont nombreux, est-ce que les mouvements qui veulent sensibiliser justement au niveau écologique, que ce soit des mouvements activistes ou des mouvements politiques, peuvent jouer sur ce sentiment de culpabilité, puisque Olivier Marchal l'évoquait tout à l'heure, c'est quand il y a urgence, généralement, que ça fonctionne. Alors, je vais vous dire une chose, je pense que les premiers responsables des désordres dont on parle se frottent les mains en entendant parler de ce sentiment de culpabilité et en tirent profit. Je vais prendre un exemple très simple qui est celui de Coca-Cola. Bon, Coca-Cola a imposé au monde la bouteille en plastique dans les années 60 ou 70, je pense, après avoir fait des études qui étaient faites discrètement pour savoir quel était le contenant qui était le moins polluant, le moins impactant pour l'environnement. C'était très clair que la bouteille en verre consignée était ce contenant. Ils sont quand même passés à la bouteille en plastique pour des questions commerciales et des questions de profit. Donc c'est eux qui ont imposé au monde ce problème du plastique, eux et d'autres, mais eux en grande partie parce qu'on en vend, je pense, 4000 litres par seconde du Coca-Cola. Et ces gens-là, aujourd'hui, financent ce qu'on appelle des clean walks. Donc vous voyez le plugging, les clean walks, ces activités un peu sympas qui réunissent beaucoup de gens, beaucoup de jeunes souvent. Le clean walk, c'est les marches où on avance et on ramasse des déchets. On ramasse des déchets, et bien certaines sont financées par les lobbies du plastique. C'est ce qu'on apprenait dans l'excellent cache investigation qui avait découvert notamment certains documents des lobbies du plastique au niveau européen et qui avaient révélé des choses que je pense aujourd'hui tout le monde devrait savoir pour pouvoir justement se faire une idée du système dans lequel on est, des désordres produits par ce système et de ceux qui tirent profit de ces désordres. Et l'exemple de Coca-Cola, pour moi, il est clair. On va mettre l'accent sur la responsabilité citoyenne de ramasser les déchets par terre sans jamais remettre en question le fait que c'est eux, à la source, qui produisent ces déchets, finalement. Alors, Olivier Marchal, avant d'en venir, justement, côté responsabilité, au côté dispersion de responsabilité, est-ce que la culpabilité fait jouer plus que la morale, d'après vous? On a beaucoup joué sur la morale des gens, sur le côté valeur. Est-ce qu'on a changé d'époque à ce point de vue-là? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. Moi, tout à l'heure, j'ai répondu à votre question qui était est-ce que ça peut fonctionner dans certains cas? Ici, clairement, est-ce que c'est la meilleure manière? Je rejoins tout à fait ce que M. Bogart a dit, ce n'est pas la meilleure manière. Et effectivement, il faut écouter le degré de maturité politique et transpolitique de ce mouvement citoyen contre le climat qui dit que justement, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités en matière de responsabilité collective et de culpabilité collective et que c'est vraiment un appel. Quand on voit l'affaire climat, vous savez, ce groupement de citoyens qui veut porter en justice la question de la non-assistance à société en danger par rapport au climat, mais c'est vraiment une réponse. Et quand on voit effectivement, avec désolation, le niveau de pertinence des réponses de notre corps politique actuellement, en disant on va vous envoyer des coachs climat ou Mark de Wever qui dit ils ont des smartphones, ils sont en incohérence avec eux-mêmes, c'est que justement le name and shame ne doit pas devenir l'outil principal et l'outil de sensibilisation parce que ça ramène chacun à son individualité. Alors qu'en fait c'est très politique. Alors est-ce qu'il y a de la morale, etc. Il y a quelque chose qui s'inverse clairement et qui est très très interpellant. C'est qu'on a eu l'habitude de voir l'histoire et de fabriquer les règles au présent par rapport au passé. C'est-à-dire, on apprend du passé et c'est avec le passé qu'on construit les lois et qu'on construit les normes. Ça, c'était la société telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Mais aujourd'hui, avec la science, avec cette espèce de société de la pleine conscience scientifique, on est en capacité, et c'est tout à fait nouveau, de savoir dans 20 ans ou dans 30 ans, avec beaucoup de précision, les conséquences de nos actes. Mais sauf que les actes n'ont pas encore été commis ou sont en train d'être commis. Je vous raconte une petite histoire, c'est comme si je me présentais face à vous, un peu comme dans Minority Report, et que je tirais une balle de pistolet, mais qu'elle met 25 ans avant de venir se loger dans votre poitrine. Que fait la justice ? Est-ce qu'elle me considère comme étant responsable de mon acte ? Et dans des cas pareils, dans lesquels la responsabilité est reportée, diffuse et sur toute la planète, c'est au collectif. Et le collectif, c'est à l'État et c'est aux organisations étatiques de prendre en charge cette gestion du risque à travers des normes. Et je pense que ce mouvement demande plus de politisation et pour l'instant reçoit des réponses extrêmement décevantes. Ce qui veut dire, on va y venir tout de suite avec vous, Félicien Bogart, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a vraiment, d'après vous, Olivier Marchal, changé de paradigme, c'est-à-dire que on sait, entre guillemets, ce qui peut ou va nous arriver, ça n'est pas encore arrivé, il y a encore moyen de faire quelque chose, mais par rapport à la situation qu'on connaissait il y a 15, 20 ans, on est dans un changement d'idée par rapport à la séquence des événements. En fait, on est dans un changement, on est dans une courbure de la causalité.
Moi, quand mon enfant manifeste avec son école communale à Presgo, ils ont organisé la plus petite manif de Wallonie pour le climat, et il fait une pancarte et il dit « Je ferai mes devoirs quand tu feras les tiens ». C'est une vraie inversion de la symbolique de la leçon. C'est-à-dire qu'avant, on avait cette accumulation de l'histoire qui faisait que c'était les anciens qui dictaient et qui donnaient les règles au monde, à travers cette façon tout à fait logique de considérer que c'est l'accumulation de l'expérience, tandis qu'aujourd'hui, on a les héritiers, dont Félicien Bourgard fait encore plus partie que moi, puisqu'il est plus jeune que moi, et on a mes enfants, on a nos enfants, qui sont en train de nous dire « Mais c'est nous qui vous interrogeons sur la conséquence de vos actes, mais dans 25 ans. » Et donc, il y a vraiment une inversion de la symbolique de la leçon et de la symbolique de la morale. C'est-à-dire que c'est demain qui fait la morale à aujourd'hui. Alors, Félicien Bourgard, vous êtes jeune. C'est pour ça qu'on vous a invité aussi, puisque dans ce mouvement qu'on retrouve, que ce soit dans les marches pour le climat le jeudi, comme on les a connus, ou le mouvement de grève demain, il y a énormément de jeunes qui s'impliquent. Vous avez l'impression de donner des leçons, vous, aux générations antérieures ? Moi, je vais peut-être vous surprendre, j'ai presque l'impression de ne pas représenter ce qu'il y a de plus jeune aujourd'hui dans le mouvement climat. Quand je vois les grèves du jeudi, que je vois les lycéens, moi j'ai été à ces manifestations avec mes camarades, on a observé cette ferveur, cette incroyable vigueur qui se dégageait de jeunes qui avaient parfois 15-16 ans et qui avaient quand même, si pas toujours exactement les éléments de langage que l'on pourrait espérer dans une dimension, dans une façon de repolitiser le débat, comme je pense le disait très justement Olivier Marchal. Le débat, il est intrinsèquement politique. Aujourd'hui, on a un modèle dominant. Ce modèle est à l'origine de cette crise climatique sans précédent et de tous les désordres que ça va produire. Et donc, il faut absolument s'emparer politiquement de ces questions-là. Mais quand je vois les jeunes, en tout cas, il y a cette énergie et cette volonté d'en découdre qu'on n'a pas toujours quand justement on est plus dans la prise de recul, la réflexion politique. Donc, je pense que tout ça est extrêmement complémentaire. Nous, on fait des vidéos sur Internet, donc forcément, on se doit d'avoir une certaine vue d'ensemble de ce que c'est cette galaxie climat et de l'actualité, même si on est toujours forcément toujours biaisé. D'ailleurs, c'est le nom de notre chronique, le billet vert. On assume complètement le fait que notre parole, c'est engagé. Que c'est engagé, que notre parole n'est pas exempte d'un parti pris qui est affirmé. Mais je pense qu'on est dans un système aujourd'hui qui est fait pour être lent, dans un système politique qui est fait pour être lent, particulièrement en Belgique. Et ça, je pense que même ceux qui défendent ce système ne pourront pas vraiment dire le contraire. Et du coup, il est urgent de repenser ce système, parce que dans les questions dont on parle, en l'occurrence, on ne peut pas être lent, c'est pas possible. Sur les vidéos que vous diffusez sur Internet, vous jouez sur quelle fibre, entre guillemets, pour tenter de sensibiliser ? En fait, on a utilisé plusieurs stratégies. Là, on a fait donc pour le 2 décembre, qui était la première très grande marche pour le climat en Belgique, qui a réuni 75 000 personnes. On n'était pas initiateur de la marche. Ça, je préfère quand même le rectifier. C'est la coalition climat qui est à l'origine, avec leurs homologues flamands. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une vidéo de sensibilisation très grand public en utilisant des stars. Donc on a fait Je peux pas, j'ai climat avec Angèle, Philippe Geluck, Jaco van Dormael, les frères Dardenne. Enfin bref, on a essayé de réunir un maximum de stars pour dire voilà, quels que soient vos horizons, quelles que soient vos sensibilités, manifestez-vous, venez le 2 décembre. Et puis en fait, on s'est rendu compte du mépris total que nous a réservé la classe politique 2 jours après cette manifestation. Alors, tout le monde se rappelle du jet de Madame Marguem, tout le monde se rappelle de la sortie des accords sur l'efficacité énergétique et le renouvelable. On se rappelle finalement de ce mépris moi, en tant que Belge, j'étais rouge de honte face à la communauté internationale qui avait assisté à ce rassemblement. Mais donc sur ces fameuses vidéos, vous jouez sur une corde qui est plus une corde de sensibilisation par des figures connues, par le mode marketing entre guillemets, même si ça n'en est pas un, mais enfin par plus que sur la culpabilité, plus que sur la prise de conscience réelle. Ça a été le cas sur celle-là parce qu'on avait besoin de quelque chose de populaire pour encadrer, on va dire, pour accompagner ce mouvement climat. Mais on a refait 2 mois plus tard, donc pour le 27 janvier, une vidéo qui est beaucoup plus sombre, où je suis attaché à une chaise dans une tour de refroidissement à Charleroi, abandonnée, où là, pour le coup, le discours a complètement changé. On n'est pas dans le côté un peu cool et sympa. On a Angèle qui dit oui, il faut se manifester, machin. Et donc le côté un peu pop, finalement, un peu de surface, qui je pense était nécessaire dans un premier temps, mais là on a complètement changé cette façon de communiquer parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'elle évolue vite et que le grand public aujourd'hui doit changer, le grand public doit prendre conscience que en fait l'avenir qu'on nous réserve il n'est pas si cool et sympa que ça, quoi. Merci à tous les deux, vous restez bien avec nous. Dans quelques instants on poursuit sur cette question, faut-il culpabiliser pour sensibiliser au changement climatique? À 12h47 on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. 12h13,
Débat première. Samedi à 10h, Dans quel monde on vit? avec Pascal Claude. Il nous faut de nouvelles cabanes pour habiter autrement notre monde abîmé. Marielle Massé va nous inviter à jardiner les possibles, à imaginer d'autres façons de dire nous. Dans quel monde on vit? Un fleuve comme refuge, voire comme cabane pour deux frères. Hélène Frappa signe un roman attachant dans lequel la nature scintille et où notre propre enfance rejaillit. Hélène Frappa et Marielle Massé sont ce samedi nos invités. Dans quel monde on vit? Le samedi de 10h à 11h sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. Reinars Aluminium, la référence pour vos portes, fenêtres et vérandas. Découvrez votre vidéo d'inspiration personnalisée sur reinars.be. Reinars Aluminium. Imagine. Dis maman. Oui. Est-ce que les poissons, ils ont l'écran quand ils vont nager juste après manger? Alors, les poissons, Parce que les meilleures conversations ont lieu dans la cuisine. Rendez-vous chez Ixina pour la meilleure conversation concernant votre nouvelle cuisine et profitez de nos conditions bâtiment incontournables. Ixina. Toujours avec vous. Parlons Business sur la première. Entrepreneurs, investisseurs ou simplement curieux, vous voulez connaître les nouvelles tendances dans les investissements, les activités économiques ou encore la vie en entreprise? Ne manquez pas Parlons Business. Du lundi au vendredi vers 13h15 sur la première et quand vous voulez sur RTBF Ovio. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Saint-Feuillin Grand Cru. Parce que le plaisir, ça se partage. En intimité, entre amis ou lors d'une occasion très spéciale. Découvrez la Saint-Feuillin Grand Cru. Une bière exclusive aux houblons les plus nobles, parsemée de notes fruitées qui allient subtilité et richesse. Saint-Feuillin Grand Cru. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Les routes belges ne sont pas vraiment réputées pour leur excellent état. Heureusement, Mitsubishi a développé des SUV robustes, comme l'Outlander PHEV, le plug-in hybride le plus vendu d'Europe et 100% déductible fiscalement grâce à ses faibles émissions de CO2. Découvrez-le sur mitsubishi.be. Aldi est ce que certains en pensent. Il y en a qui pensent, les marques Aldi, non, ça peut pas être aussi bien que les marques connues. Eh bien, ils ont tort. Parce que chez Aldi, pour faire baisser les prix, nous faisons des économies sur les coûts, jamais sur la qualité. Des tests le prouvent. De nombreux produits Aldi font au moins aussi bien que les grandes marques. La différence, c'est les prix. Certains sont quasiment moitié moins chers. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez vous-même. Les produits Aldi sont aussi bons que les grandes marques. Ils sont seulement moins chers. La première et la 3 présentent Michel Dezoteux met en scène Macbeth de Shakespeare avec Karim Barras dans le rôle titre. Dans ce récit plein de bruit et de fureur, il va y avoir des poignards dans les sourires. Embarquement du 19 mars au 6 avril au Théâtre Varia. Plus d'infos sur varia.be. en partenariat avec Le Soir. Débat première. Pierre-Yves Mugens. On débat aujourd'hui du mouvement écologique et de la sensibilisation. Comment faut-il sensibiliser par la culpabilité? Est-ce une bonne idée? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. On est avec Olivier Marchal depuis l'Institut de Charleroi. Vous êtes sociologue et auteur de réflexions sur le sujet. Félicien Bogart aussi avec nous ici en studio à Bruxelles, l'initiateur de la marche pour le climat notamment. Pas vraiment initiateur, mais dans le mouvement. Accompagnateur. Voilà, vous l'avez rectifié tout à l'heure, et cofondateur aussi de chaînes sur le net qui visent justement à la sensibilisation du grand public. Olivier Marchal, quand on voit ce matin aujourd'hui, on apprend que le côté néerlandophone, les élèves vont demain participer à cette activité pour sensibiliser au climat, activité au niveau mondial, celle du 15 mars, considérée comme une activité pédagogique. Est-ce qu'en matière de sensibilisation aujourd'hui, ça ne passe pas justement surtout et avant tout par l'éducation et la compréhension du phénomène? En effet, vous voyez très bien que cette jeunesse tout à fait plurielle, qu'elle soit du nord, du sud, qu'elle soit de tous les pays, c'est une jeunesse qui est passée par l'école, avec tous les défauts qu'on peut connaître à l'école, même de pratiquer le name and shame à travers les examens. Cette école a quand même œuvré depuis 30 ou 40 ans à créer des générations de plus en plus sensibilisées. Et celle qui va venir encore après, elle est encore plus. C'est une de ses missions premières de l'école, ça fait partie des programmes scolaires, d'être sensibilisé à son lien avec son environnement, etc. Et moi, je suis extrêmement surpris de voir le degré de maturité
et je veux dire transpolitique, c'est-à-dire que pour avoir vécu ma jeunesse en France, la jeunesse était politisée, mais au sens traditionnel du terme. Aujourd'hui, ils sont sensibilisés et ils ont envie de demander aux politiques d'être plus que ce qu'ils ne sont d'habitude. Et donc effectivement, ça passe par l'éducation. Cela étant dit, lorsqu'on travaille la pédagogie, la transformation des comportements, parce qu'il ne faut pas non plus nier que le sentiment de culpabilité qui traverse certains adultes ou même certains plus anciens encore, qui leur fait avoir un regard très négatif et très dédaigneux vis-à-vis de ces mouvements, vient du fait que leur logiciel, et que même notre logiciel à nous, est notre habitus, pour parler comme Pierre Bourdieu, est rempli de postures qui sont très enfantines, très égocentrées, très court-termistes. On a des caprices, on est très dans le moi-je. Et ça veut dire que toute forme de limitation de sa liberté, prenons l'exemple du passage à la ceinture de sécurité en France, ça a évité, et en Europe, ça a évité des dizaines de milliers de morts par an. Pourtant, il faut relire les textes de l'époque disant que c'était une atteinte à la liberté. On réduit de 10 km à l'heure la vitesse autorisée, il y aura des gens pour râler, pour se trouver amputés. Alors l'importance de la sensibilisation, c'est aussi, je pense, de pouvoir donner, avoir du positif, c'est-à-dire rouler moins, ne plus prendre l'avion, voyager autrement, consommer mieux, etc. C'est évidemment pas ça qui va changer complètement les choses, mais ce n'est pas la mer à boire. Et il y a plein de communautés agissantes, heureuses, en local, dans toutes les villes, qui créent des projets d'agriculture bio, de supermarchés alternatifs, etc. Et c'est pas du tout des gens qui se privent, qui se coupent des bras et qui vivent malheureux. C'est des gens qui vivent ça très bien et qui recréent du lien social autour de ça. Donc il faut aussi, je pense qu'il n'y a pas meilleur évangile que la joie, si vous voulez. Il faut montrer quelque chose. Alors là, vous évoquiez effectivement des structures à niveau local qui concernent encore très peu de personnes. Comment on sensibilise aujourd'hui, Félicien Bogaerts, d'après vous, les gens à des choses qui touchent directement à leur confort? On vient de l'évoquer ici avec Olivier Marchal. On touche directement au confort de gens, avec forcément des personnes qui réfléchissent la plupart du temps dans des esprits très court-termistes. On y arrive comment ? Je dirais qu'il y a autant de façons de sensibiliser les gens qu'il y a de gens à sensibiliser, en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Monsieur Marchal, c'est vrai que alors j'aime beaucoup le terme de logiciel, parce qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'une fracture entre un ancien monde et un nouveau monde qui est en train d'apparaître, dans tous les pans de la société d'ailleurs. Mais je pense que par exemple, un des biais que l'on peut emprunter pour parler de ces questions-là, sans forcément être dans le long terme et dans ce qui malheureusement n'intéresse pas encore ni les masses ni le pouvoir en place, puisqu'il faut aussi s'intéresser un petit peu au marketing politique pour comprendre quelles sont leurs priorités. Mais je pense que c'est la question de la santé, par exemple. On mange de la merde. Vraiment, à longueur de journée, on mange de la merde, on respire un air pollué. La pollution de l'air en Belgique, je pense, fait quelque chose comme 12 500 morts par an. Faut aller vérifier les chiffres, mais je crois que c'est de cet ordre-là. En France, c'est 48 000. Les nappes phréatiques sont flinguées. Je discutais avec un garçon qui veut commencer une activité de permaculture dans la province de Luxembourg, donc dans une zone qui est relativement préservée, relativement verte. Il a fait analyser son sol, il est bourré de métaux lourds, quoi. Donc un petit pays qui a été très industrialisé pendant longtemps comme la Belgique, en fait est imbibé de pollution. Et si on voulait aujourd'hui être dans une démarche de revitalisation des sols et d'une agriculture saine pour les gens et pour leur environnement, il faudrait à la rigueur changer le sol sur 50 cm sur l'ensemble du pays, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut déjà, je pense que informer de manière ludique, c'est ce qu'on essaye de faire sur notre chaîne. C'est l'une des clés, mais c'est pas la seule. Le fait d'inviter de plus en plus de gens qui ont des choses intéressantes à dire, comme vous le faites, je parle pas de moi, je parle plutôt de Monsieur Marchal, c'est aussi quelque chose, mais quand on voit d'autres médias fort écoutés, on invite aussi encore énormément de gens qui portent des discours morbides, moribonds, et qui disent d'énormes conneries, quoi. Et on leur donne du crédit. Olivier Marchal, on l'évoquait ici à l'instant, sol pollué, respiration, enfin air qu'on respire pollué également, qui joue directement sur la santé. Là, on touche à une notion plus tellement de culpabilité, mais de peur. C'est quelque chose qui fait partie du discours aussi, d'après vous ? Mais la peur en politique, elle est toujours dangereuse. L'inquiétude... Je parle en politique, mais dans les associations aussi. Hein. Mais bien sûr, mais on ne pourrait pas, au regard de ce qui objectivement apparaît maintenant avec cette science généralisée et prospective, ne pas être dans une situation d'angoisse. Même si l'angoisse ne génère pas et ne va pas souvent chercher le meilleur et le plus éduqué et le plus civilisé en chacun de nous. C'est souvent dans les angoisses et dans l'incertitude qu'on se replie. Maintenant, moi je trouve que c'est extrêmement important que le mouvement actuel, et c'est là qu'il est intéressant quand on le compare à d'autres mouvements actuels de contestation, type Gilets jaunes, etc., qui ont leur légitimité, mais qui ont des modalités d'action et de communication complètement différentes, le mouvement climatique ne remet pas en question
l'utilité du politique. Et donc le politique, je pense, devrait prendre ça en tête, c'est de dire c'est un appel à plus de politique, tandis que parfois, c'est pas anti-système, c'est on a un système qui peut fonctionner et qui doit fonctionner pour normer et pour entourer ces choses-là et pour qu'il y ait plus de régulation sur cet enjeu-là. Sachez qu'en matière de transition, par exemple, quand les partis politiques discutent de la gestion des retraites, qui est aussi une question de génération et de dette, la question des retraites, on n'hésite pas aujourd'hui à nous dire qu'il faut prendre des réformes parce que dans 30 ans, le système risque de craquer. Et donc, il y a ici un problème de logique argumentaire quand, dans un sens, on sait, voire à 30 ans, avec des calculs économiques, et donc il faut absolument prendre des décisions discutables dans tous les bords politiques, et on n'aurait pas du coup cette possibilité de pouvoir se dire dans 30 ans, ça va être compliqué, et là on ne saurait pas tout à coup prendre cette responsabilité. Je tiens à dire que dans l'inversion de la narration dont j'ai parlé tout à l'heure avant, c'est le passé qui dit que le présent aujourd'hui c'est la prospective et le futur. Moi je tiens vraiment à dire, même si c'est une phrase choc, que les climato-sceptiques sont à la société prédictive que nous sommes, ce que les négationnistes sont à l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, au regard de l'histoire, produire des normes si des gens disent que l'histoire n'a pas eu lieu. On ne peut pas produire des normes collectives s'il y a encore des gens qui contestent une majorité de ce que dit la science, recoupée maintes et maintes fois. Une chose encore avant de rapidement refermer ce débat, Olivier Marchal, avant de terminer avec Félicien Bogart, est-ce que les écoliers, par exemple, qui manifestent pour le climat depuis X jeudi maintenant, c'est un effet de groupe qui a clairement joué aussi, d'après vous ? Mais vous savez, l'effet de groupe, il doit absolument pas faire peur. Mes enfants sont dans une école communale, ils ont décidé de faire une école zéro déchet, ils sont extrêmement sensibilisés à la question. Ils ont rejoint une marche il y a 3 semaines, et donc j'ai dû prendre congé pour accompagner mes enfants puisqu'ils étaient en dehors de l'obligation scolaire. Moi, je suis interpellé en fait, et ils m'interpellent, ils me remettent souvent à ma place. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des enfants qui demandent aux adultes d'être vraiment des adultes. Félicien Bogart, sur cet effet de groupe aussi qui joue certainement dans ces mobilisations, notamment au niveau des jeunes pour le climat le jeudi et puis le vendredi demain. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une énergie fondatrice qu'il faut absolument conserver. On a vu que notre ministre de l'Éducation avait envoyé une petite note au directeur d'école pour dire qu'au bout d'un moment, quand même, il fallait que ça suffise. C'était bien les mobilisations du jeudi quand ça restait relativement folklorique et exotique et que ça nous permettait d'avoir les félicitations de Leonardo DiCaprio. Ça faisait un petit peu rayonner la Belgique à l'étranger, mais maintenant, il était temps que ça s'arrête. Non, il faut surtout continuer. Il faut surtout conserver cette énergie, qu'elle se déploie. Moi, je crois beaucoup aussi en la convergence des luttes. Je pense qu'aujourd'hui, en repolitisant le débat, comme on disait tout à l'heure, et en posant les bonnes questions, il est peut-être possible d'être plutôt guidé par la pulsion de vie que par le grand suicide collectif. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Marchal et Félicien Bogart, pour ce débat 12h50.